Salut et bienvenue dans Industriel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger l'industrie. Ce podcast est porté par l'AFACTO, le collectif des jeunes engagés pour l'industrie, soutenu par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et en partenariat avec Engie. Ici, on parle parcours, défis, inspiration et surtout de celles qui osent casser les codes et réinventer l'imaginaire industriel. Je suis Julia Elbaz, cofondatrice de l'AFACTO, consultante et passionnée par l'industrie. Pour ce deuxième épisode, je suis ravie de recevoir Maïna Tréguier, aujourd'hui directrice de la stratégie et du développement du marché des ETI chez KPMG France. Et en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'on avait quelques points communs. On a toutes les deux bossé chez Dassault Systèmes, un passage qui marque quand on s'intéresse à l'industrie de demain. On s'intéresse aussi aux trajectoires qui sortent un peu des cases et qui ne sont pas forcément linéaires. Et on croit fort à l'idée que l'industrie peut et doit se réinventer. Elle a accompagné les politiques industrielles au plus haut niveau, aux côtés de Roland Lescure, avant de rejoindre un grand cabinet. Bref, elle connaît les coulisses comme personne. Ce que j'aime dans son parcours, c'est cette capacité à créer des ponts entre deux mondes, entre public et privé, entre institutions et entreprises, et finalement entre idéal et action. Spoiler, c'est pas toujours simple, surtout quand on est une femme dans un milieu très masculin et dans des sphères très stratégiques, mais justement, ça rend ce regard d'autant plus précieux. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que ça veut dire, concrètement, d'oser prendre sa place, faire bouger les lignes et de porter une autre vision de l'industrie. Bonjour Maïna. Bonjour Julia, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Alors on est ravis de te recevoir et je suis ravie aussi de te rencontrer finalement pour la première fois. Et donc on a quelques questions rapides déjà pour planter le décor et te découvrir finalement autrement que sur LinkedIn. Donc aujourd'hui tu as commencé chez Dassault Systèmes, puis tu as rejoint les équipes du ministère aux côtés de Roland Lescure avant de revenir dans le privé chez KPMG. Si tu devais résumer ton parcours en 3 mots aujourd'hui, ça serait lesquels ? Alors, déjà pour commencer, j'ai rejoint Roland Lescure qui était à l'Assemblée nationale. Donc j'ai vu les deux côtés un peu du public, j'ai vu côté Assemblée nationale et puis côté en effet ministère de l'Industrie. Résumer mon parcours en 3 mots, je dirais des rencontres, des opportunités et de l'engagement. Et surtout la volonté de contribuer aux grandes révolutions industrielles et sociétales. Alors toi, tu l'as vécu plutôt comme une suite logique, ton parcours, quand tu as commencé finalement au début côté questions publiques dans le privé, puis après rejoindre le public. C'était quoi un peu ton fil rouge ? Alors, je pense qu'il y avait un sens. Comme tu l'as dit, j'ai commencé à Dassault Systèmes où je travaillais sur ce qu'on appelait Global Affairs, donc très porté vers l'extérieur et notamment vis-à-vis des institutions. Donc oui, il y avait un sens quand j'ai quitté Dassault Systèmes à passer de l'autre côté, de voir ce qui se passait côté public. Après, est-ce que ce sens est réfléchi ? Je ne sais pas. Je pense que ma carrière a quand même été pas mal faite d'opportunités que j'ai saisies. Et quand j'ai commencé dans ma vie professionnelle, je ne me suis jamais dit que je ferais ce que j'ai fait aujourd'hui. Et alors, toi, c'était quoi un peu la première image qui te vient quand on parle d'industrie ? Comment tu as débarqué finalement dans l'industrie ? C'était un hasard ? Alors, l'industrie, c'était pour le coup vraiment un hasard. C'est un milieu que je connais très mal parce que j'ai personne de ma famille qui travaille dans l'industrie. En revanche, pour moi, l'industrie, c'est vraiment la clé du changement. C'est un terrain d'opportunité pour changer le monde. Et notamment grâce aux femmes et aux hommes qui y travaillent. Et toi, finalement, est-ce que pour toi, c'était un mot qui t'attirait ? Comment, avant de rejoindre peut-être Dassault Systèmes, avant de rejoindre vraiment ces sphères un peu plus côté industrie du futur finalement, c'était un mot qui t'attirait ou qui, aujourd'hui, pour toi, faisait un peu grincer l'oreille ? Pour moi, c'était quelque chose qui était assez abstrait, que je connaissais assez mal. J'avais une idée un peu évanescente de ce qu'était l'industrie, est-ce que tout était industrie ou pas. Après, évidemment, à l'époque où j'ai rejoint l'industrie, donc c'était 2016, on avait quand même encore des stéréotypes assez marqués sur l'image de l'industrie qui pollue beaucoup, qui est très masculine, etc. Et en réalité, j'ai découvert qu'en y travaillant, qu'il y a beaucoup de biais qu'on se faisait et d'idées préconçues qu'on avait sur l'industrie et qu'en fait l'industrie changeait, évoluait et qu'elle savait répondre à ces nouveaux enjeux sociétaux. Et tu crois que cette image un peu mentale biaisée qu'on a sur l'industrie aujourd'hui, elle est causée à cause de quoi ? Peut-être de l'école, des médias, je ne sais pas, peut-être de quelle représentation ? Je pense qu'il y a un sujet, je pense que c'est un peu commun et puis il y a aussi c'est véhiculé aussi par les générations passées, nos parents, arrière-grands-parents qui eux ont vécu et parfois ont été frappés de plein fouet par la désindustrialisation. Et donc certaines personnes qui sont assez meurtries, des territoires qui sont complètement désindustrialisés
Et après, oui, des images assez négatives, des représentations très négatives de l'industrie, notamment quand on regarde dans les manuels scolaires où tu vois encore des représentations de l'industrie à l'ancienne époque. Toi, tu devrais être là si tu devais, je sais pas, mettre dans un cours de géo ou dans un livre pour enfants l'industrie. Tu le dessinerais comment? En fait, aujourd'hui, c'est difficile de définir l'industrie et de la dessiner parce qu'il y a tellement de diversité dans l'industrie que ça ne se ressemble pas selon le secteur dans lequel tu travailles. Que tu sois dans une centrale nucléaire ou dans une start-up qui travaille sur la mobilité, tu n'as pas du tout la même représentation de l'industrie. Donc je pense que c'est difficile à dessiner, mais qu'il faut illustrer au quotidien ce que c'est. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent cette image un peu de l'usine qui crache beaucoup de fumée, etc. Ou au contraire, quand on va sur les banques d'images et qu'on tape industrie, on a des choses avec, complètement délirantes, avec que des écrans et des tonnes de métaux. Il y a un vrai sujet, à chaque fois je dis, sur les banques d'images dans l'industrie, parce qu'il y a de très mauvaises représentations. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une image qui est très plurielle, qui est très diverse et sur laquelle on doit travailler vraiment, au moins, comme on en parlait dans le dernier épisode, vraiment sur l'imaginaire qu'on peut avoir de l'industrie aujourd'hui. Et bien sûr, et puis en fait, je pense qu'il y a aussi le sujet des femmes et des hommes qui travaillent dans l'industrie. Et qu'en fait, c'est comme ça aussi que tu dois représenter l'industrie. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué un peu dans les rencontres que tu as pu faire quand tu es passé, là, par exemple, très récemment du public au privé? C'est quoi un peu, je sais pas, le souvenir un peu marquant que tu as gardé un peu de ce passage, de ces différentes rencontres? Alors, je ne sais pas si j'ai un souvenir marquant en tant que tel. En revanche, ce qui est extrêmement différent, c'est la temporalité. Quand tu fais des politiques publiques, ça s'inscrit dans du long terme, voire du très long terme. Quand tu es côté privé, tu as quand même une rapidité de l'action et une mise en place très concrète des décisions que tu prends. Après, les politiques publiques sont un peu en paradoxe par rapport aux politiques, où là, il y a beaucoup un sujet de réaction à l'actualité. Donc, voilà, le sujet de la temporalité, je trouve que c'est quand même très différent entre le public et le privé, et puis même dans l'organisation de tes journées, ton agenda, etc., c'est très différent. Alors, tu disais que ce qui t'a marqué aussi dans ton parcours, c'est les rencontres entre les hommes et les femmes que tu as pu faire. Un des stéréotypes souvent qu'on a de l'industrie et qui est parfois aussi souvent une réalité, c'est que ça reste des milieux qui sont très masculins. Ouais. Est-ce que toi, tu t'es toujours senti légitime ou à un moment, tu t'es quand même parfois senti un peu illégitime ou tu t'es demandé est-ce que je coche les bonnes cases? Tu n'es ni ingénieur, ni un homme. C'était pas le profil, je pense, type idéal dans ce genre d'équipe? Moi, quand je suis rentrée dans l'industrie, déjà, c'était un peu par hasard. Et puis, en effet, je cochais aucune case. Et donc, ta légitimité, tu l'acquiers un peu différemment, pas par un diplôme. Mais je pense j'ai passé beaucoup de temps à observer, écouter. Tu le sais, moi, je suis rentrée à Dassault Systèmes. On est entouré d'experts. Donc, en fait, prendre le temps d'échanger avec eux, de comprendre les enjeux de l'industrie, d'entendre leur vision et puis de s'approprier soi-même une vision, je pense que c'est indispensable. Et c'est comme ça aussi que j'ai démontré ma légitimité. Savoir prendre le temps, c'est important. Enfin, quand on débarque dans un nouveau secteur, en plus en commençant une carrière professionnelle, il faut prendre le temps, pas être une étoile filante, se dire qu'il faut y aller étape par étape. Et on est quand même dans une société d'hyper-consommation, hyper-réactivité, où on veut tout de suite. Je pense que c'est hyper important de prendre le temps, surtout dans un milieu complexe comme le sujet de l'industrie. Et puis après, ma légitimité, je l'ai aussi acquise, surtout en restant moi-même. Valérie Ferret, qui est une de mes mentors, avec qui j'ai travaillé à Dassault Systèmes, avec qui tu as aussi travaillé, m'a toujours dit ce qui est important dans ta carrière professionnelle, c'est de rester toi-même. Et je pense que, notamment quand on est en zone d'insécurité, parce qu'on connaît mal un monde professionnel ou un secteur d'activité, on peut jouer un rôle, se mettre dans un rôle, que ça soit d'un point de vue vestimentaire, des propos qu'on tient, etc. Mais le problème, c'est qu'un jour, ce rôle, il se fissure. Et donc, je pense que c'est hyper important, et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné dans ma vie professionnelle, c'est reste toi-même. Et évidemment, il faut s'adapter aux situations, mais par contre, il faut qu'il y ait quand même l'essence de ce qu'on est qui puisse transparaître. Et typiquement, moi, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels je suis devenue légitime auprès des personnes pour qui je bossais. C'est que j'ai grandi dans une famille où on m'a appris à dire non et à être pas d'accord et à contester les choses. Et donc, dans les différentes personnalités politiques et dirigeants que j'ai accompagnés, je pense qu'ils ont apprécié le fait que je sois capable de les challenger au quotidien. Je n'aurais jamais dit c'est très bien, c'est parfait. J'ai toujours fait en sorte de les faire progresser, d'avoir un regard critique, mais évidemment de façon argumentée. Et donc ça, je pense qu'il y a beaucoup qui n'osent pas challenger les gens pour qui on travaille. Et ça, c'est profondément dans ma nature. Et c'est comme ça que j'ai acquéri ma légitimité, parce que je suis restée moi. Ouais, c'est hyper intéressant et moi ça me fait écho juste à une anecdote
que j'avais entendu au début de ma carrière d'une de mes collègues, d'une jeune collègue qui m'avait dit que elle, au contraire, sa manager, elle lui avait dit quand tu rentres dans une réunion remplie d'hommes, bah, habille-toi finalement comme un homme, fais oublier que tu es une femme. Et moi, ça m'avait paru mais délirant à l'époque de dire mais non, aucun rapport, je continuerai de venir limite habillée encore plus comme une fille, encore plus en petite robe, etc. pour montrer qui je suis et garder mon identité. Et je me rappelle de cette discussion de ce conseil finalement qui était lunaire. Et je pense qu'elle se reconnaîtra. Et c'était quelque chose qui m'a marqué, qui a encore plus renforcé mon idée de non, je suis une fille, j'ai tel parcours et je vais l'assumer finalement dans mon parcours. Bien sûr, et puis après, la façon de s'habiller, souvent ça revient beaucoup quand tu es une femme. Tu te poses toujours la question, est-ce que tu dois rentrer dans un code vestimentaire ou pas? Je pense que le vêtement, quand tu travailles dans un milieu professionnel, doit pouvoir te donner confiance. Mais il faut que ça soit un vêtement dans lequel tu te sens bien et qui te ressemble. Sinon, tu joues un rôle, tu es déguisé, et en fait, je pense que tu peux pas être performant si tu es toujours déguisé. Exactement, et c'est souvent un débat qui revient, même intrinsèquement, c'est un bien conscient on se pose, je pense, tous les jours. Et bon, aujourd'hui, je pense que ta légitimité sur le sujet, elle n'est pas à démontrer après ton parcours aussi bien dans le privé, dans le public. Qu'est-ce qui ça change selon toi d'avoir été finalement dans les deux côtés? Est-ce que tu as l'impression que le dialogue entre finalement le public et le privé, aujourd'hui, il est plus fluide ou plus cloisonné quand tu as vu un peu le point de vue des deux, la temporalité des deux, les enjeux des deux? C'est quoi un peu ton point de vue sur le sujet? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le public et le privé travaillent beaucoup mieux ensemble qu'il y a 10 ans, mais pourraient travailler encore mieux ensemble. La difficulté, c'est que ça n'a échappé à personne. On est quand même dans un contexte politique, géopolitique qui est très fluctuant. Et mine de rien, un chef d'entreprise, lui, il a besoin de visibilité et de savoir où il va. Et donc, je pense qu'une situation politique instable n'aide pas. Et donc, voilà, on travaille. Les deux milieux savent travailler ensemble. Après, je pense que sur un certain nombre de sujets, il faut qu'on aille encore plus loin. Et on ne le fait pas toujours bien. Est-ce que toi, là, dans ton quotidien, tu dois t'es un peu la traductrice, tu penses, entre ces deux cultures, où tu arrives un peu à faire de ce passage un peu un atout, ou tu es l'extraterrestre qui arrive dans un cabinet qui vient du public? Non, moi, je pense que pour le coup, mon parcours fait que je sais justement créer ces ponts, ces passerelles entre ces deux mondes, qui se parlent parfois, mais souvent pas suffisamment. Après, il faut prendre le meilleur des deux mondes. Et voilà, mais oui, je pense que c'est de plus en plus reconnu pour le coup, et du côté politique et public, et du côté privé. Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Et qu'il n'y a rien de pire que de dresser les uns contre les autres. Alors, on va parler aujourd'hui pour s'attarder de ce que ça implique finalement d'être une femme dans ces milieux, les enjeux de représentation, les batailles invisibles comme on a déjà commencé à en parler, et aussi celles qu'on mène en silence. Donc on a déjà un peu commencé à parler de ce que c'était finalement d'être une femme dans ces sphères qui sont très masculines, dans la tech, dans le conseil, dans la politique industrielle. Est-ce que tu t'es dit là, parfois, là on parle un peu différemment parce que je suis une femme, ou on attend finalement des choses différentes de moi parce que je suis une femme? Est-ce que tu as eu ce genre? Alors, je me suis jamais sentie vraiment enfermée dans une case parce que je suis une femme. Après, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur et cette autocensure qu'on retrouve beaucoup plus chez les jeunes filles et chez les femmes tout au long de leur parcours. Après, oui, il y a des contextes où on se sent un peu seule parce qu'on est la seule femme, mais je me suis jamais sentie mal à l'aise d'être là parce que je pense qu'à chaque fois que j'ai été quelque part, j'y étais parce que j'étais légitime pour y être. Et donc oui, il y a très souvent où j'étais la seule femme, mais en fait, j'ai toujours fait en sorte qu'on sache pourquoi j'étais là, parce que j'avais quelque chose à apporter, parce que j'avais des compétences ou autres. Et je ne suis pas là juste pour cocher la case diversité. Enfin, je pense que j'ai fait en sorte de toujours démontrer pourquoi j'étais là, et que je sois une femme ou un homme, en réalité, ça ne change rien. C'est les compétences qu'il faut chercher à avoir autour de la table. Alors, souvent, on parle de plafond de verre, mais il y a aussi des murs invisibles, parfois, des endroits dans lesquels on pense qu'on ne peut pas rentrer, des choses comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé finalement de te cogner à l'un d'entre eux, d'être parfois plafonné ou d'être parfois contrainte de ne pas passer par certaines cases? Je pense qu'il y a le plus gros sujet, c'est le manque de représentation. On voit aujourd'hui, il y a très peu de femmes chefs d'entreprise, et celles qui y sont, on les voit assez peu, mais c'est pareil dans le public, dans la politique ou autre. Et du coup, c'est plus dur de se projeter. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on se met des freins, qu'on se censure, etc. Après, est-ce que j'ai changé est-ce qu'il y a des situations où j'ai changé de prise parce que j'étais une femme? Non. Je pense que justement, parfois, j'ai poussé le trait au maximum
pour faire réagir. Voilà, quand je suis toute seule dans une salle avec que des hommes, j'ai tendance à le dire pour que les gens le remarquent. Enfin, voilà, donc c'est des mécanismes qu'on m'a appris et que je reproduis pour faire en sorte justement que les gens, et notamment les hommes qui m'entourent dans une salle où il n'y a que moi comme femme, se sentent concernés par le sujet. Et est-ce que, par exemple, là, au-delà de toi, à ton échelle personnelle, peut-être plus dans tes activités, aussi bien à l'Assemblée nationale, au ministère, ou là, peut-être déjà côté KPMG, est-ce qu'il y a des initiatives que tu as pu porter ou soutenir un peu sur le sujet plus de l'inclusion et de la diversité ? Oui, alors moi j'ai toujours agi de toute façon, enfin je crois profondément au fait que c'est ensemble qu'on ira plus loin et qu'il faut avoir tout le monde autour de la table. À l'Assemblée, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Au ministère, j'étais en charge de tous les sujets d'égalité dans l'industrie, ou comment faire en sorte que l'industrie française soit plus représentative dans notre société. J'ai eu la chance de porter aux côtés de Roland Lescure des plans, typiquement le plan industriel qui a été relancé quand j'étais à ses côtés, où on a mis en place des ambassadrices qui aujourd'hui sont dans l'ensemble des territoires, notamment pour s'assurer que quand on a un événement industriel en région, on ait des femmes sur la table, parce que les femmes ont des choses à dire, ont une réelle expertise aussi. On avait des objectifs de mentorat, etc. J'ai travaillé aussi beaucoup, j'ai porté un grand plan pour avoir plus de mixité sociale dans l'industrie, et notamment rapprocher industrie et banlieue. Les banlieues sont des anciens sites industriels qui ont été désindustrialisés, laissant place à beaucoup de chômage, et c'est comment on arrive à réconcilier aujourd'hui avec des jeunes qui ont envie mais qui ne connaissent pas forcément les métiers, et voilà, donc réconcilier des mondes et faire en sorte vraiment que l'industrie soit plus représentative. Aujourd'hui, il y a 26 critères discriminatoires en France. Si on s'assure d'avoir tout le monde autour de la table, on essaie de lutter contre l'ensemble des biais. Et là, quand tu parles vraiment d'aller chercher des nouvelles femmes en région, dans toutes les entreprises, dans les événements, dans les banlieues, etc., est-ce que tu as un message vraiment que tu aimerais faire passer vraiment à ces jeunes femmes qui n'osent peut-être pas forcément aller vers ces métiers ? Alors après, pour moi, ce n'est pas seulement les jeunes femmes, c'est l'ensemble des talents qui aujourd'hui ne travaillent pas dans les usines parce que méconnaissent ces métiers, etc. On a besoin de vous, on a besoin de l'ensemble des talents, peu importe d'où les gens viennent, peu importe que ce soit des femmes, des hommes, des urbains, des gens qui vivent dans des territoires ruraux ou autres. Vraiment, on a besoin de tout le monde. Et il faut oser, et en fait, on peut faire quasiment tous les métiers dans l'industrie. Et c'est pas parce qu'on n'est pas ingénieur qu'on peut pas faire de l'industrie, enfin voilà, on peut vraiment tout faire dans l'industrie. Et c'est vraiment un secteur où il y a des belles perspectives d'évolution et de carrière. Et est-ce que parfois, on va dire, on manque parfois de représentation de personnes vraiment qui nous inspirent. Oui. Est-ce que côté rôle modèle, tu penses que ça change vraiment les choses d'avoir ces nouvelles personnes, cette nouvelle représentation ? Je pense que c'est important d'avoir des représentations féminines dans sa vie pour se projeter. Après, moi, je ne dirais pas que j'ai eu un rôle modèle en particulier. Je pense que ma vie a été jalonnée par un ensemble de rôles modèles. Et en fait, ça peut être des femmes comme des alliés hommes. Moi, j'avais mes 2 parents qui faisaient tous les 2 le même boulot. Donc, la répartition des tâches à la maison, c'était égal. Et je me suis jamais dit, du coup, les hommes et les femmes ne peuvent pas faire les mêmes métiers parce que mes 2 parents faisaient le même boulot. Exactement, enfin, pour le coup. Et après, tout au long de ma vie, que ça soit dans mon histoire personnelle ou professionnelle, j'ai rencontré en effet plein de gens qui m'ont inspirée au quotidien. Mais c'est des femmes qui ont osé, Enfin voilà, c'est pas une personne en particulier, c'est vraiment un ensemble de personnalités que j'ai rencontrées qui m'ont apporté des choses, que ce soit des personnes qui avaient 30 ou 40 ans d'expérience ou des jeunes que j'avais en stage qui m'apportaient quelque chose de différent, qui bouleversaient un peu ma façon de penser ou autre. Donc je pense que c'est important. Alors, c'est vrai que tu as eu beaucoup de rencontres dans ton parcours, mais toi aussi maintenant à ton tour, c'est vrai que tu portes une parole et tu ouvres des portes vraiment sur le sujet, que tu le veuilles ou non, de manière inconsciente. Tu fais partie finalement aujourd'hui de ces personnes qui peuvent être des modèles aujourd'hui pour les futures générations. Et on va aussi parler de ça justement, de ce que tu transmets parfois même sans le savoir. Est-ce que finalement là aujourd'hui tu te sens investi de cette mission de transmission, de à ton tour partager un message comme en venant aujourd'hui sur un podcast ? Ouais, je pense que j'ai tellement été bien entourée professionnellement, personnellement. J'ai eu tellement de chance de pouvoir m'épanouir en tant que femme que je pense que c'est important de transmettre. Après, je ne me sens pas du tout, par contre, rôle modèle. Mais je me dis, tous les petits conseils qu'on m'a donnés au fur et à mesure de ma vie, je suis ravie à mon tour de les donner. Et ça peut être à des jeunes, ça peut être à des personnes plus âgées. Enfin voilà, c'est vraiment réussir à faire de mon parcours et faire de mes rencontres quelque chose qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Et est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, d'une fois où tu t'es dit « Ok, là, vraiment, j'ai servi à quelque chose », je ne sais pas si tu as une anecdote un peu dans
côté un peu plus transmission? Ouais, moi je le vois typiquement avec des jeunes que j'ai pris en stage, qui avaient, je pense à un jeune qui se reconnaîtra, qui aujourd'hui a une carrière brillante. On l'a recruté, pour le coup, quand j'étais à l'Assemblée nationale, je l'ai recruté, il avait envoyé 250 CV, 0 réponse, on l'a pris. Et puis en fait, depuis, sa fille, travaille en ambassade à l'étranger, enfin voilà, il a une super carrière. En fait, c'est donner sa chance à des gens qui ont un parcours différent. Enfin, c'est vrai que quand on recrute, on a tendance à prendre des parcours qui nous ressemblent parce que ça rassure, etc. Là, c'était un jeune d'univers et très différent de l'équipe qu'on avait en place, et je trouve qu'il a énormément apporté. Ouais. Et si tu devais aujourd'hui, je sais pas, conseiller ces jeunes qui sont parfois un peu perdus, peut-être en fin de cursus sur, ok, ils aiment la science, ils aiment le design, mais qui se disent parfois, ok, peut-être l'industrie, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense qu'il faut aller voir. C'est compliqué. Encore une fois, l'industrie, quand on y travaille, ça a du sens. Quand tu travailles dans l'industrie, tu crées quelque chose. Donc, il y a un produit fini, très concret à la fin. Donc, c'est facile, une fois qu'on y est, de voir ce que c'est. Par contre, quand on est de l'extérieur, c'est très dur de se représenter. Moi, je vais te citer une anecdote qui est assez frappante. Donc, quand j'étais au ministère de l'Industrie, je travaillais notamment sur les sujets d'attractivité des métiers et je travaillais autour des sujets de formation. J'avais réuni un jour des jeunes qui étaient en formation professionnelle, qui s'étaient retrouvés là soit par hasard, soit parce que c'était la seule formation à côté de chez eux, en lycée professionnel, soit parce que c'était la seule formation à côté de chez eux, soit parce que leur prof leur avait dit « vous n'arriverez à rien, allez-y ». Donc c'était pas de garage, ils faisaient tous des formations, ils ne comprenaient pas trop ce que c'était, sur des trucs qui n'avaient plus aucun sens, c'était des métiers dépassés, voilà. Et donc discussion un peu compliquée, parce que du mal à accrocher, à trouver des points communs. On fait un tour de table, on leur demande quelles sont leurs représentations, leurs rôles modèles, ce qu'ils voudraient faire. Alors, il y avait la moitié, c'était footballeur et une grande partie rappeur. Et en fait, toute cette discussion a été un peu laborieuse. Et à la fin, je leur dis, mais est-ce que vous savez qu'il y a un lien direct entre Kylian Mbappé et l'industrie? Et là, ils m'ont tous regardé. Ils m'ont dit, non. Et je dis, typiquement, les chaussures, le ballon, les maillots, c'est de l'industrie, en fait. C'est de la production, c'est de la création, il y a du design, etc. Alors, ils étaient 30, à la fin, il y en a un qui est venu me voir. C'est pas les 30, mais il y en a un qui est venu me voir pour savoir comment ils pouvaient faire pour aller fabriquer les chaussures de Kylian Mbappé. Et donc, c'est aussi par ces anecdotes et par ces exemples très concrets qu'ils disent, derrière un ballon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme métier? Je vais prendre l'exemple aussi, aujourd'hui, on a besoin de métiers techniques et notamment de chaudronniers. Quand on va voir des jeunes et qu'on dit on cherche des chaudronniers, ils disent qu'ils vont faire des chaudrons. C'est pas le cas. Et donc, il y a aussi un peu tout ça à expliquer. Je trouve qu'avec des objets concrets qu'on peut décomposer, ça permet de comprendre mieux ce qu'est l'industrie. Et là, comment tu vendrais aux jeunes qui nous écoutent le métier de chaudronnier? C'est un métier qui est indispensable. Non, mais c'est un métier qui permet, en fait, on peut travailler dans beaucoup de sujets avec ça, qui permet de traiter du métal. On a besoin dans les centrales nucléaires, on a besoin... ça fait partie des métiers qui sont clés. Aujourd'hui, la plupart des industries ont besoin de chaudronniers, ça recrute, ça paye bien, et il y a des perspectives d'avenir. Ouais, c'est génial. Alors, on a beaucoup parlé de rôle modèle dans l'industrie. Est-ce que s'il y avait peut-être une femme hors de l'industrie à qui tu confierais cette mission un peu de secouer ce monde-là, ça serait qui? Hors de l'industrie? Oui. Je sais pas, c'est compliqué. Moi, il y a une femme que j'ai eu la chance de rencontrer, que je trouve absolument géniale, qui s'appelle Isabelle Hudon. Qui est l'ancienne ambassadrice du Canada en France. Okay. Et qui aujourd'hui est un poste prestigieux dans une banque canadienne. Et j'ai beaucoup travaillé avec elle sur la place des femmes. On a souvent eu ces discussions autour de... Elle me disait toujours, tu sais, au Canada, nous, on n'a quasiment aucune loi sur la place des femmes, le droit des femmes, mais pourtant, on a plein de femmes qui sont chefs d'entreprise au Canada. En France, vous avez une multitude de lois dans tous les sens, et pourtant, il n'y en a quasiment aucune. Il a dit, le gros problème que vous avez, c'est que constamment, quand vous parlez des femmes, vous les positionnez en tant que victimes. Vous parlez du droit des femmes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, parce que c'est fondamental, mais on ne parle jamais de la place des femmes dans la société. Et en fait, c'est ça qui est fondamental. C'est de se dire, oui, les femmes peuvent être des victimes, qu'il faut défendre, il faut lutter pour le droit des femmes, mais qu'il faut aussi parler de la place des femmes dans la société. Des femmes qui sont émancipées, qui peuvent prendre des responsabilités, etc. Et donc, je pense qu'elle... elle n'aurait aucun problème pour bousculer les choses et elle serait très bonne pour promouvoir le sujet de la place des femmes dans l'industrie.
Ouais, très bien, je me renseignerai. Et alors, avant de clôturer, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un livre ou un sujet qui dernièrement t'aurait un peu marqué un peu sur les sujets de transformation industrielle ou sociétale, quelque chose que tu aimerais un peu conseiller et... Alors, je pourrais parler par exemple de la fresque de l'industrie, Ah, c'est vrai. de la facto. C'est une très Au-delà bonne du idée. clin d'œil, pour le coup, c'est un super beau projet porté par un collectif de jeunes dynamiques et motivés qui permet quand même d'avoir une vision un peu moderne sur ce qu'est l'industrie aujourd'hui avec des mots simples. Donc, si vous écoutez et que vous ne connaissez pas, je vous encourage à contacter soit Julia et la Facto, soit la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui le présentera. Après, il y a un livre sinon que j'ai relu récemment qui n'a rien à voir avec l'industrie. C'est un livre de Sapienza qui s'appelle L'art de la joie, qui n'est pas très joyeux, mais qui parle vraiment de l'affirmation de soi, la liberté, l'insoumission et un regard critique sur les injustices sociales. Pour le coup, c'est un très beau livre, alors qui est très long, mais c'est un livre qui est très intéressant. Et puis je trouve qu'il montre bien l'épanouissement d'une femme qui est née dans la pauvreté et qui s'épanouit tout au long de son chemin. Donc je trouve que c'est un très beau livre. Ouais, super intéressant. Alors, si tu pouvais parler aujourd'hui à la Maïna de 15 ans, tu lui dirais quoi? D'être beaucoup plus sympa que mes parents. J'ai une adolescence un peu chaotique, c'est pas mieux pour en parler. Non, je dirais d'oser, de ne pas se fermer de porte et surtout d'aller où on l'attend pas. Alors moi, j'aurais jamais pensé faire l'industrie. J'ai fait des études de droit et puis je pensais être jeune avocate brillante à succès. Comme dans les films. Exactement. Parce que c'est ce qu'on nous montre finalement dans les Exactement. films. Et donc non, c'est vraiment pas se fermer de porte et puis ouais, aller où on l'attend pas. Ouais. Alors, c'est des questions qu'on repose quand même constamment à nos invités et c'est toujours un peu étonnant de voir les réponses. Alors, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton invention industrielle qui te fascine vraiment Alors, je ne vais pas répondre tout à fait à ta question parce que je ne dirais pas qu'il y a une innovation particulière qui me fascine. En revanche, l'industrie en tant que telle me fascine pour sa capacité à inventer, se réinventer. Tu vois, quand on prend le sens de l'histoire, on pense à Gutenberg et l'invention de l'imprimerie en 1455, qui était le premier, l'ouverture des connaissances et le partage massif de savoir. Ça s'est continué avec Internet, tu vois, où tu peux connecter des milliards d'individus simultanément, tu peux accéder à des savoirs au niveau mondial de façon instantanée. Et puis aujourd'hui encore, tu vois, avec les nouvelles formes d'intelligence artificielle, avec les transitions écologiques, demain avec les technologies quantiques, en fait, il y a cette espèce de fil conducteur de l'innovation dans l'industrie qui permet de répondre aux enjeux, mais aussi d'anticiper certains enjeux sociétaux qui me fascinent. Donc c'est plus l'innovation dans toutes ses formes pour répondre aux défis contemporains. C'est vrai qu'on n'aurait rien fait sans l'imprimerie. C'était le début de tout. Première révolution industrielle. Alors, si tu avais un super pouvoir pour transformer l'industrie, ça serait quoi? Je pense que c'est le pouvoir de créer des ponts et des passerelles. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faire en sorte que des mondes qui ne se parlent pas se parlent, que ça soit public et privé, mais ça peut être, quand j'étais au ministère, je travaillais aussi avec les partenaires sociaux et patronaux, donc c'est vraiment comment on fait parler salariés et patrons, comment on fait parler monde de la recherche et étudiants, et puis des chefs d'entreprise, enfin vraiment c'est créer ce lien, et puis les jeunes avec les recruteurs, enfin voilà, c'est vraiment créer des ponts et des passerelles. Et moi j'ai toujours été, j'ai jamais rien fait seul, j'ai toujours fait des choses avec un collectif, des coalitions, etc. Et je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance. Alors là, c'est ma question préférée. Donc, si l'industrie elle avait été pensée par autant de femmes que d'hommes, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de femmes par rapport à aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi? Est-ce que tu penses qu'on en serait au même stade ou on en serait? Je pense que si ça avait été autant pensé par les femmes que les hommes, ça serait beaucoup plus inclusif, parce qu'il y aurait toujours tout le monde autour de la table. Et je suis convaincue, donc évidemment, ça serait plus inclusif, certainement plus durable, parce qu'on aurait adressé l'ensemble des biais inconscients qui peuvent apparaître, et puis avec certainement une attention particulière à l'impact de l'industrie sur la société. Merci Maïna pour cet échange passionnant, sincère et hyper inspirant. Aujourd'hui, on a parlé de trajectoires qui sortent des cases, de politique industrielle, de stratégie d'entreprise, mais surtout de ce que ça veut dire finalement d'être une femme et d'être jeune dans ces environnements qui sont parfois très codés et comment on peut y tracer sa route à sa façon. Alors merci pour ton regard, pour ton recul et ta manière finalement d'avoir fait bouger les lignes avec finesse sans t'en rendre compte. Donc vous pouvez suivre Maïna sur LinkedIn et suivre ses actualités du côté de KPMG aujourd'hui. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner. Industriel, c'est un nouvel épisode chaque mois avec une femme qui, d'une manière ou d'une autre, transforme l'industrie. Et pour suivre les actus de La Facto, donc notre collectif de jeunes qui souhaitent réconcilier leur génération avec l'industrie, rendez-vous sur LinkedIn. Industriel, c'est la voix des femmes qui fabriquent le monde. À très vite.